Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Ledger. Nous allons commencer cette fois-ci avec les affaires criminelles de la semaine. D'abord, la monnaie stable du protocole Resolve a subi une attaque dimanche dernier. Leur système de type CDP, qui avait beaucoup d'avantages, souffrait malheureusement d'une toute petite vulnérabilité. Parmi les actifs qu'il était possible d'utiliser pour imprimer de l'USR, il y avait l'USDC. Et en ce qui concerne l'USDC spécifiquement, la création d'USR dépendait d'une clé privée stockée sur un serveur centralisé hébergé par Amazon. Visiblement, l'attaquant a réussi à pénétrer sur le serveur en question et copier la clé pour s'en servir ensuite on-chain afin de manipuler le système de création d'USR. Grâce à ça, ils ont pu transformer une centaine de milliers d'USDC en 80 millions d'USR. Après, ils ont fait en sorte de s'en débarrasser par tous les moyens possibles et provoquer en même temps l'effondrement du prix de l'USR. Heureusement, les pertes ont été très limitées grâce au gel des fonds des portefeuilles appartenant aux pirates, ainsi qu'à une réaction relativement rapide, quoique pas suffisamment pour tout bloquer au moment du piratage comme certains systèmes auraient pu le faire. D'après le fondateur de Resolve, plus de 95% des détenteurs d'USR d'avant le piratage ont été indemnisés. Dans le monde réel ensuite, et plus spécifiquement en Inde, nous avons appris en début de semaine que 2 cofondateurs de la plateforme CoinDCX ont été arrêtés par les autorités indiennes suite à un signalement pour fraude à l'investissement déposé par une victime spoliée de plus de 70 000 $. La plateforme CoinDCX, assez peu populaire ici et qui vous est très certainement inconnue, avait pourtant été jugée suffisamment fiable par Coinbase Ventures qui avait investi il y a quelques mois à peine. Alors que s'est-il passé ? Apparemment, la victime avait été invitée à investir dans une société censée être associée à la plateforme par le biais de virements bancaires. Et là, normalement, vous sentez déjà que ça pue. On ne sait pas d'où lui est venue cette opportunité, mais il paraît relativement probable qu'il s'agisse de l'un de ces arnaqueurs qui pullulent sur Telegram et dont les profils sont conçus pour ressembler à ceux des véritables employés de plateformes d'échange. Au final, bien que la police indienne ait agi très rapidement, il y a donc pas mal de chances qu'ils aient arrêté des innocents. Il semblerait par ailleurs que la plateforme, très populaire en Inde, ait été depuis longtemps la cible de nombreuses attaques et usurpations d'identité. Ils précisent par exemple dans le message de réponse qu'ils ont publié récemment sur X que depuis 2024, ils avaient déjà signalé plus de 1200 faux sites internet conçus pour usurper leur identité et piéger leurs utilisateurs. Maintenant, parlons un peu des monnaies stables. Depuis un bon moment, le fameux Clarity Act américain a cessé d'avancer. Les discussions patinent, les banques protègent leur plate-bande à tout prix, et Coinbase, qui représente l'acteur le plus important du côté crypto dans ce débat, a indiqué récemment refuser de soutenir la dernière version de cette loi qui est encore beaucoup trop restrictive pour la crypto. Heureusement, cet immobilisme n'est pas universel dans le secteur, certaines choses s'améliorent. Par exemple, il a été révélé récemment que Tether ferait auditer ses comptes par KPMG et PwC. Après des années de refus, de preuves de réserve pas très crédibles, de présence en grande quantité de titres financiers chinois dans leurs réserves, le numéro 1 des monnaies stables va enfin fournir officiellement des preuves concernant la taille de ses réserves, leur gestion, etc. Même si, il faut le dire, un résultat positif n'est pas garanti. Et puis, ça ne résoudra pas nécessairement la question de la fiabilité de Tether jusqu'à aujourd'hui. Même si, en rétrospective, il n'y a pas eu d'effondrement de l'USDT, vers 2017-2018, ça n'avait pas l'air improbable du tout. Mais la vérité sur leur situation à l'époque restera peut-être pour toujours un secret. Ensuite, en ce qui concerne leur concurrent principal, l'info de la semaine n'est pas positive. Ce mardi, en réponse à un message de Circle vantant ses propres mérites, le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT a publié le message suivant. Ici, il révèle que 16 portefeuilles sans aucun lien avec des criminels ont été gelés par Circle. D'après lui, depuis 5 ans qu'il pratique son activité, c'est le plus incompétent de tous les gels de fonds qu'il ait jamais vus. Parmi les victimes, on trouve des sites de paris en ligne, des casinos, des courtiers forex et d'autres portefeuilles dont les propriétaires sont encore inconnus. Pour ZachXBT, c'est ce qui se produit quand on délègue les décisions de gel de fonds à n'importe quel juge fédéral au lieu d'établir un processus fiable. Ce qui est certainement tout à fait exact dans le contexte du droit américain, d'autant plus qu'au cours de la semaine, 5 des 16 portefeuilles gelés ont été dégelés, ce qui prouve que la procédure actuelle était abusive et gérée par des incompétents. Mais du point de vue cypherpunk, c'est aussi et surtout la preuve, encore une fois, que la résistance à la censure est l'une des vertus les plus essentielles de la crypto et que renoncer à cette qualité pour une question de commodité finira toujours par avoir des conséquences négatives. Bien que ce soit une épée à double tranchant puisque la censure peut aussi empêcher, sur le papier, certains criminels de se servir de ces actifs efficacement, en pratique ça n'est pas vraiment le cas, et même avec les énormes moyens qu'ils ont mis dans la surveillance on-chain, ils ne parviennent pas à censurer ni la majorité des criminels de droit commun, ni les pirates nord-coréens par exemple. Et puis cette capacité de censure voit sa nocivité se démultiplier lorsque la situation politique se dégrade et que les autoritaristes prennent les manettes. Alors pour vous protéger, le mieux restera toujours d'investir dans des cryptos décentralisés comme le Bitcoin et bien évidemment de conserver vos clés privées sur un appareil dédié.
À cette occasion, je vous informe que chez Ledger, notre sponsor de la semaine, il y a en ce moment une promo exceptionnelle et très intéressante sur l'achat de nouveaux portefeuilles, ou seigneurs comme ils appellent désormais ces appareils. Avec le Stax, vous obtiendrez un cadeau de 80$ de Bitcoin, soit à peu près 70€, ce qui correspond en fait à 20% de cashback. Sur le Ledger Flex, c'est un cadeau de 70$ de Bitcoin, 25% de cashback. Sur leur Nano Gen 5, 40$ de Bitcoin, donc à peu près encore 20% de cashback. Et la promo ne s'arrête pas là puisqu'elle concerne également leurs appareils au format clé USB ainsi que leurs cartes métalliques de sauvegarde de phrases de récupération. C'est donc l'occasion idéale pour investir dans une crypto que personne ne peut censurer et vous doter en même temps d'un appareil qui protégera vos actifs de manière irréprochable. Donc si vous souhaitez en profiter, vous trouverez un lien d'affiliation en description de la vidéo. Et maintenant, retour aux actualités avec la deuxième qui concerne Circle. Lundi, ils ont publié une lettre destinée aux législateurs européens sur le sujet de l'intégration des monnaies stables au système financier de l'UE. En effet, en fin d'année dernière, la Commission européenne avait publié un nouvel ensemble cohérent de projets de loi européennes portant notamment sur la finance et la crypto. Un nouvel ensemble cohérent, mais pas nécessairement très bien pensé. D'après Circle, la réforme va dans la bonne direction, mais elle contient 4 erreurs qu'il convient de corriger. Pour certaines, c'est une question de bon sens, comme l'utilisation de critères flexibles qui ne nécessitent pas une réforme légale pour être adopté à un changement de situation. Mais pour d'autres, le problème semble plutôt idéologique. Dans le cas de cette troisième mesure, par exemple, Circle suggère de réserver la supervision centralisée au niveau européen aux plus importants des acteurs du marché, tandis que les autorités nationales resteraient responsables des plus petits. Et vu comment l'Union européenne se comporte de manière générale, l'acceptation d'une mesure qui donne un peu plus de pouvoir aux États paraît assez peu probable. La proposition de Circle risque donc d'être ignorée au moins sur ce point. Quand l'UE prend un pouvoir à ses États membres, elle ne le rend jamais. Et quand elle a envie d'un pouvoir, elle est prête à tout pour se l'accaparer. C'est d'ailleurs ce qu'elle semble être en train de faire en ce qui concerne les DAO. En effet, la BCE vient de publier ce document intitulé « Qui réguler identification des acteurs dans la gouvernance de la DeFi ». Alors bon, en bas de la page, il y a un petit avertissement indiquant que ce document ne représente pas l'avis de la Banque Centrale Européenne, etc. Permettez-moi d'en douter. Quoi qu'il en soit, l'étude en question porte sur la concentration des pouvoirs au sein des DAO ainsi que sur les habitudes de vote des détenteurs de jetons de gouvernance. Et que ce soit en ce qui concerne la méthodologie ou l'étendue de cette étude, tout porte à croire qu'elle n'a été réalisée que pour atteindre la conclusion qui se trouve à la 37e page. Pour résumer, les rédacteurs de cette étude ont pris 2 ensembles de données, un en 2022 et un en 2023, concernant 4 DAO, AV, MakerDAO, Uniswap et Ampleforth. Les données concernées portent essentiellement sur les pourcentages de détention des jetons de gouvernance ainsi que les différentes propositions de gouvernance qui sont apparues et la répartition des délégations de droits de vote par les détenteurs de jetons. Et d'après eux donc, en ce qui concerne les jetons, d'abord, ils sont concentrés entre trop peu de mains. Petit problème, une grande partie d'entre eux est détenue par des plateformes d'échange, et c'est une réalité qu'ils reconnaissent. Mais même s'ils précisent ici que ce sujet mérite de prendre des précautions puisque leurs données ne permettent pas de distinguer les jetons détenus directement par les plateformes de ceux détenus au nom de leurs clients, ça ne les empêche pas de conclure que la répartition des jetons est mauvaise. C'est donc une étude bien étrange dans laquelle les rédacteurs ignorent leurs propres conseils. Mais passons. Ensuite, il nous parle des sujets concernés par les propositions de gouvernance. Le paragraphe est assez court, mais il permet de mettre en évidence un autre paradoxe. Ici, ils indiquent que les votes les plus importants vis-à-vis de l'existence même du protocole représentent finalement une toute petite partie des votes de gouvernance, la plupart de ces votes concernant plutôt la gestion des risques et le listing d'actifs. Et on reviendra sur ça un peu plus tard. Ensuite, ils parlent de la délégation de droits de vote, et selon eux, je cite, « C'est intéressant que les plus gros voteurs soient essentiellement délégataires ». Oui, tout à fait, oui, c'est le principe de délégation. Mais apparemment, ça n'est pas la logique qui les étouffe. Dans ce dernier paragraphe de la section, ils indiquent que le résultat donne la preuve de l'importance des délégataires dans la gouvernance des DAO à cause de la faible participation des détenteurs de jetons. Celle-ci augmente l'influence des délégataires qui pourraient avoir une influence disproportionnée et diriger les DAO d'une manière qui ne correspond pas aux préférences de la communauté au sens large. Ce qui peut paraître vrai quand on ne réfléchit pas, mais qui s'effondre totalement à la seconde où on se rend compte que dans une DAO comme dans une démocratie, si on ne vote pas, c'est que notre préférence se situe dans la catégorie rien à foutre. Ce qui sera très souvent le cas lorsque les votes concernent des sujets non essentiels, comme par exemple les votes sur la gestion de risque et le listing d'actifs qu'ils ont mentionné juste au-dessus et qui représentent la majorité des votes. Mécaniquement, comme ça n'est pas important, la plupart des gens ne voteront pas. Quand on investit 500 balles dans 10 projets différents, on n'a ni le temps ni l'envie de participer à tous les votes de tous les projets. Et à ce sujet d'ailleurs, ce qui est très amusant aussi, c'est ce qui est mentionné juste après dans la section discussion sur les résultats. Il mentionne le fait que dans les grandes sociétés, la plupart des détenteurs de pouvoir de vote ne se prononcent pas non plus. À partir de ce petit point de détail, ils auraient pu réaliser que le taux de participation au vote ne peut pas vraiment être utilisé comme mesure efficace de la décentralisation d'une entité.
En vérité, il s'agit probablement tout simplement d'un comportement universel découlant de la manière dont les êtres humains choisissent de passer leur temps. Beaucoup de gens veulent vivre leur vie et pas avoir à constamment discuter sur la direction à prendre pour tel ou tel groupe dont ils font partie, y compris quand il s'agit de leur pays ou de leur commune. Mais pour eux, quand ça se produit aussi dans les DAO, c'est la preuve qu'ils sont centralisés. Et à partir de cette réflexion un tout petit peu bancale, il nous explique ensuite qu'il y a trop d'ambiguïté sur qui détient le pouvoir dans les DAO et qu'il faudrait améliorer la traçabilité des détenteurs de jetons. Alors je m'arrête là, mais ce n'est pas la seule mesure qui est demandée. Toutes ne sont pas aussi stupides. Il y a des petits morceaux de cette étude avec lesquels on peut être d'accord. Mais celle-là spécifiquement, c'est la marque des autorités européennes qui veulent tout surveiller et qui seront prêtes à imposer des obligations déclaratives complètement lunaires qui vont interdire en pratique aux DAO de se développer en Europe. Surtout dans le paragraphe suivant, ils commencent à parler de comment la décentralisation pourrait être définie, et là encore ils finissent par arriver à une proposition particulièrement douteuse. D'après eux, parce que la délégation a pour effet secondaire négatif de permettre l'existence d'une centralisation cachée, les régulateurs devraient réfléchir à des mécanismes d'amélioration de la transparence sur la propriété des jetons de gouvernance et des activités de délégation. Peut-être en exigeant la déclaration des affiliations et des votants. Je vous laisse réfléchir à ce que pourrait dire la déclaration des affiliations et des votants dans les DAO. Parce que là comme ça, je dirais que ça ressemble beaucoup à une future obligation de KYC pour avoir le droit de participer à la gouvernance. Mais comme ils le disent au début, ce n'est pas l'avis de la BCE, blablabla. Et puis au moins, tout n'est pas jeté dans leur papier. Par exemple, dans l'absolu, ça ne serait pas une mauvaise idée de créer des structures juridiques spéciales pour les DAO permettant de clarifier les responsabilités, les obligations de gouvernance, etc. Dans l'absolu, il est difficile d'être contre un système légal qui garantirait certains droits aux détenteurs de jetons de gouvernance. Malheureusement, nous ne vivons pas dans l'absolu, nous vivons dans l'Union européenne. Et ici, ce système viendrait certainement accompagné de diverses obligations supplémentaires vis-à-vis du gouvernement qui transformerait les DAO en sociétés centralisées avec des parts de sociétés exclusivement situées sur la blockchain. Alors je vais arrêter de parler de ce tas d'inepties et passer très rapidement à la dernière actualité de la semaine qui concerne Coinbase et qui m'a un peu énervé. Non pas à cause de ce qu'ils offrent, mais à cause de la manière dont ils le présentent. Parce que là, c'est tout simplement de la publicité mensongère. Voilà le message de Coinbase. Obtenez votre maison et gardez votre crypto. Les prêts hypothécaires crypto sont arrivés. Là, déjà, tous les juristes ont bondi sur leur chaise parce qu'une hypothèque, c'est un droit réel sur un immeuble et les bitcoins ne sont pas des immeubles. En tout cas, la réalité est expliquée dans leur billet de blog. Ce qu'ils appellent des prêts hypothécaires garantis par de la crypto, c'est des prêts hypothécaires normaux dont le dépôt de garantie, pas l'intégralité mais seulement le dépôt de garantie, est financé par un deuxième petit prêt qui, lui, est garanti par la mise en gage de crypto. Donc c'est très bien d'offrir ce service, mais il faut pas appeler ça un prêt hypothécaire garanti par de la crypto. C'est un prêt sur gage dont le contrat indique que la somme prêtée doit être utilisée pour payer une petite partie d'une maison. Ce qui est très différent, parce que dans ce système, si vous faites défaut sur vos prêts, vous perdez les bitcoins et la maison, au lieu de juste la maison ou juste les bitcoins. Bref, c'était tout pour les actus de la semaine, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!